sol nu, des collines arides et des roches dépouillées. De loin en loin, une oasis, partout une chaleur implacable. Le désert du Maghreb. En apparence, une sorte de néant où le biologique n'a pas sa place. Pourtant, qu'elles soient de sable ou de pierraille, ces étendues désertiques sont peuplées de petites créatures. Le désert est une mosaïque de biotopes différents. Chaque espèce a choisi celui qui lui convient le mieux. Sable pour les fouisseurs, rochers pour ceux qui peuvent se glisser dans les petits interstices. Les rares arbustes étant le domaine des animaux ailés et des grimpeurs. Au fil de l'évolution, insectes et mammifères, coléoptères et sauriens, se sont adaptés, chacun à sa façon, à l'aridité. Mais dans des conditions extrêmes, la concurrence est encore plus rude qu'ailleurs. Bien souvent, la survie des uns suppose la mort des autres. « 15 heures. 60 degrés au soleil. Un scorpion noir à grosse queue part en chasse. Le scorpion fait partie de la famille des araignées et comme ses cousines, il est assez myope. En revanche, il a sur les pinces des organes sensoriels très sensibles. De longues soies qui réagissent au moindre déplacement d'air. Seulement, ces récepteurs d'ondes et de vibrations ne leur renseignent pas précisément sur l'identité de celui qui passe à proximité. Ils peuvent aussi bien le conduire à une proie qu'à un adversaire, comme le 5. Ce curieux saurien est le spécialiste des scorpions. Il n'hésite pas à s'attaquer au plus dangereux d'entre eux, celui-ci justement, doté d'un venin mortel. Il suffit de savoir le prendre. Le scorpion a compris que cette confrontation était à son désavantage. Et le 5, qui a raté son attaque, préfère ne pas insister. On pourrait croire que ces plaines desséchées ne voient jamais la moindre goutte d'eau. Or, il arrive 3 ou 4 fois par an que des pluies violentes s'abattent quelque part dans les montagnes, provoquant d'énormes crues. Les oueds se remplissent alors d'une eau rougie par la terre qu'ils arrachent sur leur passage. Les petites mares qu'on trouve parfois dans le nord du Sahara sont les résidus de ces crues soudaines. Certaines d'entre elles sont quasi permanentes, fort heureusement pour les animaux incapables de vivre sans eau, par exemple ces tortues qui portent un bien vilain nom, les hémides lépreuses. Temporaires ou permanentes, ces mares attirent, bien entendu, toute la faune des alentours. S'en approcher, c'est à la fois tenter sa chance de trouver des proies et courir le risque d'y faire de fatales rencontres. Aucune inimitié entre la tortue et le caméléon. Simplement la méfiance de celui qui croise un inconnu. Mis à part les espèces aquatiques comme les tortues, presque tous les animaux du désert se contentent de la seule eau contenue dans leur nourriture. C'est le cas du scorpion. Mais si l'occasion se présente, il se désaltère volontiers.
De plus, le scorpion sait bien qu'il trouvera ici quantité d'insectes à manger. Le caméléon aussi, même s'il préfère chasser dans les arbustes. Grillons, criquets, mouches, le caméléon a un régime assez diversifié. Et pourquoi ne pas goûter à cette bestiole qui ressemble à s'y méprendre à une énorme araignée? Chasseur novice, ce jeune caméléon ne se doute pas de ce qu'il risque en attaquant un scorpion noir. Une première morsure va lui agacer la patte pendant quelques minutes. Non content d'avoir damé le pion à son agresseur, le scorpion revient à la charge. Il n'y a qu'un moyen de neutraliser un scorpion. Sectionner immédiatement son aiguillon venimeux. À défaut d'une telle précaution, on s'expose à une ou plusieurs injections mortelles, car le venin du scorpion contient des toxines violentes qui paralysent très vite le système nerveux. Le scorpion a réussi à piquer dans le seul endroit tendre du caméléon, la paupière. Mais il finira étouffé par cette mâchoire qui ne peut plus lâcher prise. Intrigué par la scène, un autre caméléon s'approche pour s'apercevoir que son congénère est déjà presque mort. Si le caméléon est le plus nonchalant des habitants du désert, le plus vif est sans doute celui-ci, la scolopendre. Elle n'a de cesse d'inspecter les infractuosités rocheuses pour y trouver ses petits insectes préférés. Sa démarche nerveuse provoque des vibrations qui attirent immanquablement l'attention des scorpions en maraude. Pour tromper l'ennemi, la scolopendre possède en avant de la bouche une pince venimeuse et en guise de queue un appendice identique, si bien qu'on ne sait jamais par quel bout la prendre. Le scorpion saisit la victime avec ses pinces. Soucieux d'économiser son précieux venin, il ne pique de son aiguillon que si elles sont trop remuantes. Avec la scolopendre, il n'y a pas à hésiter. Dotée elle aussi de crochets venimeux, la scolopendre pique le scorpion au niveau des articulations, entre deux segments de cuticule. Celui-ci essaye de lui faire lâcher prise à l'aide de son éperon. Le scorpion s'est immobilisé en attendant que son venin agisse. Rien ne saurait le troubler dans ce moment crucial, sauf ce passant maladroit qui va remuer le couteau dans la plaie.
Fermement maintenue par une des pinces du scorpion, la scolopendre n'a plus guère de chance de s'en sortir entière. Sa victime presque morte, il l'emmène dans une cachette ombragée pour la dévorer en paix. Pendant ce temps, le caméléon poursuit son chemin, non sans mal. Ses pattes ne sont décidément pas faites pour la marche. Avec leurs pouces opposables, elles sont exclusivement adaptées à l'escalade dans les arbres. Si bien qu'il lui arrive, par réflexe, d'attraper ses propres jambes, les prenant pour des branches. Mieux vaut renoncer à l'ascension de ce rocher et gagner un refuge plus familier. Le scorpion n'a pas eu assez faim pour dévorer entièrement la scolopendre. Il en a laissé la moitié. Belle aubaine pour des fourmis carnivores, que ces quelques centimètres de chair fraîche encore animée d'impulsions nerveuses. Quand on est valide, et muni d'une aussi solide armure que le gaster, doit-on se méfier d'une poignée de fourmis, fussent-elles carnivores? Peut-être. Le gaster a beau avoir pour surnom le dragon du désert, il s'empresse de déguerpir. Le gaster préfère mettre un mur entre ses fourmis voraces et lui. Le gaster est un cousin du grillon. Avec sa cuirasse, il peut escalader sans crainte les plantes épineuses qui s'épanouissent dans le désert. Généralement, il est certain que nul ne viendra l'importuner ici. Mais aujourd'hui, ce n'est pas son jour de chance. Il se trouve que cette plante est habitée par des fourmis qui vont le traiter naturellement comme un intrus. Les fourmis ont trouvé son talon d'Achille, les articulations de ses pattes. Comme il a besoin de toutes celles-ci pour se maintenir en équilibre, il suffit de le mordre tour à toutes les jointures pour l'obliger à décamper. On a surnommé le gaster « dragon du désert » à cause des éperons qu'il a sur le dos. En réalité, il n'a rien de féroce. Il se contente pour nourriture de ce qu'il trouve en chemin, souvent des animaux morts,
mais aussi des graines et des fruits en putréfaction. C'est un peu l'éboueur du désert. Une centaine de minuscules attaquants aux mandibules acérées contre ce géant sans défense, l'issue de la confrontation ne fait pas de doute. Le dragon sera forcé de battre en retraite. Le voici revenu sur son promontoire où il pourra peut-être panser ses plaies tranquillement. En début d'après-midi, la chaleur est implacable. La température au sol est de 65 à 70 degrés. Tout le monde se terre dans quelques coins d'ombre, sauf le 5, toujours à l'affût d'une proie. Ce scorpion jaune ferait bien son affaire. Cette fois, le 5 s'y est pris exactement comme il faut. Il a tout de suite coupé la queue du scorpion, muni de l'aiguillon venimeux. Il le tient désormais à sa merci. L'accès du désert est interdit à beaucoup de végétaux. Seuls y vivent ceux qui possèdent des dispositifs spéciaux pour endurer la sécheresse. Quelques graminées, des épineux, des plantes grasses. Quand on se penche sur ces plantes, on peut surprendre toutes les scènes du théâtre de la vie. De l'amour le plus tendre à la guerre la plus cruelle. Cet éper argenté a tissé une gigantesque toile presque invisible. Malheur à celui qui ne devine pas le piège. Le caméléon, lui, n'a pas besoin de tendre des pièges. Pour la chasse, son atout numéro 1 est sa lenteur. En se déplaçant sans aucun mouvement brusque, il évite d'alerter ses proies. Atout numéro 2, ses yeux qui pivotent en tous sens et indépendamment l'un de l'autre, aussi performants que des périscopes. Ajoutons à cela une langue extensible et enduite d'une sorte de glu qui ne laisse aux insectes aucune chance de s'échapper. Le caméléon est repu. Pourtant, il va causer la perte de ce coléoptère, une clitre. Elle aurait pu retomber sur ses pattes et s'envoler. Mais le destin a décidé de la livrer en pâture à des fourmis rousses particulièrement agressives. Première précaution, lui briser les ailes. La clitre, qui se nourrit de cadavres et d'excréments, dégage une odeur nauséabonde. Mais qu'importe, c'est une belle proie et elle pourrait faire des envieux.
Il est donc décidé de la mettre en sûreté dans la fourmilière. Une équipe est déjà en place pour dégager l'entrée. Ces fourmis rousses à abdomen noir appartiennent à un ordre primitif qui est resté insectivore, alors que les fourmis plus évoluées et vivant ailleurs que dans le désert sont devenues omnivores ou végétariennes. Toutes les fourmis sont capables de déplacer des poids considérables et c'est bien connu, leur dévouement à la communauté est exemplaire. Est-ce une raison pour faire tant de zèle ? L'entrée de la fourmilière a été bien dégagée, mais elle reste un peu juste. Tandis que le plus gros de l'équipe soulève la clitre, un ou deux individus creusent sous elle pour essayer d'agrandir encore le passage. Amenée par un coup de vent ou un coup du sort, cette autre clitre est illico attaquée par les fourmis. Elle comprend vite qu'elle n'a pas intérêt à s'attarder sur ce terrain. S'il s'avère impossible d'enfourner la proie dans la fourmilière, il faudra la dépecer à l'extérieur et l'engranger par petits morceaux. Les fourmis ne sont plus à un effort près. Voilà près d'1 heure et demie qu'elles se démènent avec ce butin. On trouve dans le désert de nombreuses espèces de fourmis insectivores. Elles ont toujours à peu près le même type de comportement. Relativement calmes lorsqu'elles s'occupent du couvain au sein de la fourmilière, elles entrent subitement en hyperactivité quand il s'agit de changer les nymphes de place ou de partir en chasse. Bien souvent, la découverte d'une proie inhabituelle les plonge dans un état d'excitation extrême. Surtout quand la dite proie est intransportable. Les combats entre individus d'une même espèce sont fréquents et ont presque toujours la même cause. Les fourmis portent sur elles un code olfactif, une odeur émise par leurs reines dont elles s'enduisent les antennes. Et ce code est différent pour chaque tribu. Si deux fourmis se rencontrent et s'aperçoivent qu'elles sont ennemies, c'est l'affrontement. Ces deux individus appartiennent à une variété de fourmis géantes singulièrement agressives, capables de se battre jusqu'à ce que mort s'en suive.
Lorsqu'une fourmi a perdu une antenne, elle n'a plus aucun sens de l'orientation, ce qui, tôt ou tard, lui sera fatal. De son côté, la fourmi victorieuse est indemne. Il ne lui reste plus qu'à effacer les souillures de ce duel dans la poussière. Si les fourmis agissent habituellement en groupe, il leur arrive, dirait-on, de prendre des initiatives personnelles, qu'elles s'efforcent d'assumer jusqu'au bout. Celle-ci a trouvé un magnifique butin, le cadavre d'un coléoptère, une pimélie, qu'elle voudrait bien rapporter à sa tribu. Voici les images qu'évoque le plus souvent le mot désert. L'ergue, les dunes de sables infinis et apparemment hostiles à toute forme de vie. Pourtant, même ici, quelques petits animaux parviennent à survivre en restant terrés sous le sable aux heures les plus chaudes. Ainsi, le poisson des sables avec son museau aplati qui lui permet de creuser. La galéode appartient à la famille des solifuges, ceux qui fuient le soleil. Avec ses longues pattes fines, elle court 3 fois plus vite que son cousin le scorpion. Avec les crochets qu'elle a en avant de la tête, elle impressionne, à juste raison, presque tous ses voisins. Ces 2 crochets qu'on appelle des chélicères lui servent aussi bien à injecter son venin pour tuer ses victimes qu'à creuser des terriers. Ses pattes sont hérissées de longs poils sensoriels qui captent les vibrations trahissant le passage d'une proie ou l'approche d'un danger. Ce jeune cobra est lui aussi à la recherche d'un trou bien ombragé. Incapable de creuser lui-même un terrier, le cobra s'installe couramment dans un refuge tout fait. Mais la galéode n'hésitera pas à pincer l'intrus pour le dissuader d'insister. Encore quelques minutes, et la galéode aura fini d'aménager son terrier. Postée à l'entrée, elle pourra guetter ses proies favorites. Coléoptères, termites et arachnides de toutes sortes. Ou encore d'observer les allées et venues d'un animal qui rivalise de vitesse avec elle, la petite gerboise. Un des rares mammifères vivant dans les dunes. La gerboise se sert de ses pattes avant et de ses dents pour creuser des terriers qui descendent en spirale jusqu'à 1,20 m de profondeur. On voit bien à quoi lui servent ses longues pattes arrière. Hélas, sa course bondissante peut être interrompue à tout moment par le fennec, son ennemi de toujours. Le hérisson du désert creuse lui aussi des tanières où il passe le plus clair de ses journées. Sauf quand il n'a pas trouvé de proie pendant ses chasses nocturnes. Il peut parcourir alors des distances étonnantes pour se procurer de la nourriture. Un grand marcheur et un insatiable dévoreur d'insectes. Papillons, criquets, scarabées et pimélies n'ont pas intérêt à croiser son chemin.
Le hérisson tue aussi des serpents, des galéodes et des scorpions si l'on passe à sa portée. La plus rude épreuve pour tous ces animaux, la tempête de sable. Insectes, mammifères et reptiles sont tous égaux devant les caprices du vent, et tous omnubilés par le même impératif, se mettre à l'abri. Ce petit lézard, le gecko, est tellement léger qu'une rafale le renverse comme un rien et le laisse bien en peine de se retourner. L'eau, qui dans le désert est synonyme de vie, peut être aussi porteuse de mort. Les bergers nomades et leurs troupeaux, mais également les animaux sauvages qui ont accès à l'eau des puits et risquent leur vie en s'y désaltérant. Cette eau est pourtant potable et ne contient aucune substance toxique. Seulement elle est habitée par des sangsues. Les chèvres ont appris à se méfier des sangsues et font attention de ne pas en aspirer en buvant. Mais le danger vient de leurs larves, minuscules, invisibles. Si un animal en avale une, elle s'installe sous la langue ou dans son estomac, grossit et finit par le faire mourir. Les cactus du désert du Maghreb sont en fait des plantes importées du Mexique qui se sont très bien adaptées à ce milieu. On les appelle des plantes succulentes parce qu'elles accumulent de l'eau dans leur tissu. Chacune d'elles est une oasis pour le peuple des insectes. On y rencontre les plus communs et aussi les plus étranges. Cette brindille bizarroïde est un criquet aussi doué pour le mimétisme que les fameux insectes branches, les phasmes. Le corps des criquets est recouvert d'un tégument perméable qui leur permet de transpirer et de se refroidir par évaporation. Ainsi, ils peuvent sans danger s'exposer en plein soleil, même aux heures les plus chaudes, à condition de restaurer souvent leur réserve d'eau. Et comme ils ne boivent pas, ils doivent donc manger quotidiennement la moitié de leur poids en végétaux et donc passer de longues heures sur leur plante préférée. Le déguisement du criquet est sa meilleure arme contre d'éventuels ennemis. C'est pourquoi il reste absolument immobile dans la journée. Sauf cas de force majeure. Celui-ci s'est pris dans une toile d'araignée et voudrait bien essayer de se dégager. Revoilà notre dragon du désert qui se lance dans une épreuve d'escalade.
exercice dans lequel il excelle d'ailleurs, grâce à ses pattes qui saisissent les piquants des cactus, comme les barreaux d'une échelle. Si le gaster et le criquet n'ont aucune raison de se craindre, leur rencontre les saisit. Contre toute attente, le dragon sera la planche de salut du criquet. Il va lui servir de tremplin pour s'envoler. Un jour viendra où notre dragon du désert pourra lui aussi s'envoler. Il est encore à l'état larvaire et dépourvu d'ailes, mais celles-ci se développeront lors de sa prochaine mue. Ces coléoptères, très nombreux dans le désert, sont les bousiers qui pondent leurs œufs dans des boulettes d'excréments. À l'époque de la reproduction, ils remplissent leur terrier de crottes en tout genre. Et cette agitation attire les cinques rôdant aux alentours. Celui-ci est jeune. S'il avait un peu plus d'expérience, il saurait qu'il ne faut pas s'en prendre au bousier. La substance amère qu'il sécrète les rend immangeables. À quelques pas de là, un crapaud de Mauritanie, au lieu de rejoindre le terrier où il passe la journée, s'est laissé engourdir par la chaleur. Le cinq va connaître avec lui la même déception qu'avec les bousiers. Affamé, et exaspéré peut-être par son précédent échec, le cinq ne trouve rien de mieux à faire que de se jeter sur ce crapaud qui n'est pas une de ses proies habituelles. C'était en vérité ce qu'il pouvait faire de pire. Le crapaud de Mauritanie produit un liquide toxique encore plus infect que celui des bousiers. Notre point d'eau de tout à l'heure semble totalement asséché, ce qui serait catastrophique pour cette tortue lépreuse. Il arrive que les oueds, qui se remplissent à l'occasion d'une chute d'eau soudaine, ne s'assèchent pas complètement et gardent ça et là dans leur lit des trous d'eau qu'on appelle des gueltas. Certaines de ces gueltas n'ont qu'un sursis assez court et finissent par disparaître. D'autres constituent des citernes permanentes alimentées par des sources s'écoulant en profondeur des montagnes jusqu'aux plaines. Et c'est ainsi que le désert vous réserve parfois de bonnes surprises. Plus étonnant encore, cette minuscule flaque est peuplée de poissons. Des tilapias ou des silures, capables, en cas de sécheresse, de survivre dans la boue humide et d'attendre des jours meilleurs. Aux abords de ces réservoirs d'eau, il n'est plus question de défendre un territoire. Ces plages deviennent, par la force des choses, domaine public. Elles sont le théâtre de nombreuses rencontres qui suscitent, selon les acteurs, méfiance, hostilité
ou indifférence totale. Il est assez rare qu'un caméléon s'aventure à terre, d'où peut-être la surprise du crapaud. N'étant agressifs ni l'un ni l'autre, ils préfèrent passer leur chemin sans faire d'histoire. Notre 5 n'a toujours pas assouvi sa faim. Ce promeneur pourrait bien faire les frais de sa voracité. Attaque parfaitement réussie. Le scorpion est maîtrisé. Le 5 n'a plus qu'à raffermir sa prise pour lui trancher la queue. Mais cette fois, la manœuvre n'est pas aussi aisée qu'avec le scorpion jaune de l'autre jour. Le scorpion à grosse queue est beaucoup plus vigoureux. Le lâcher ne serait-ce qu'un dixième de seconde pour mieux le saisir serait risquer la morsure fatale. S'il n'a pas réussi à couper l'aiguillon venimeux, le 5 a suffisamment malmené le scorpion pour le mettre hors d'état de nuire. Il va pouvoir l'avaler, comme il se doit, la tête la première. La voracité des 5 est devenue légendaire. Certains bergers, nomades du Sahara, prétendent qu'ils s'approcheraient la nuit de leur campement pour téter le lait des chèvres couchées.
on les trouverait au petit matin, repus, endormis au milieu des troupeaux. Encore des fourmis rousses en plein travail. Un travail de construction de grande envergure apparemment. Mais le chantier étant souterrain, on n'en saura pas plus. Ce scorpion jaune, un butus d'Occident, n'a pas choisi le meilleur endroit pour chercher un abri. Il a trouvé une belle caverne, bien fraîche, mais hélas, déjà investie par des fourmis. Son éperon venimeux ne peut rien face à des attaquants aussi minuscules. Les fourmis, par contre, le mordent si méchamment aux articulations qu'il préfère s'enfuir. Deuxième erreur. Cette fois, il a mis en alerte les sentinelles de la fourmilière. Ces fourmis rousses à abdomen noir sont finalement plus redoutables que n'importe quel autre prédateur. Elles attaquent avec leurs mandibules et injectent dans les plaies une sécrétion corrosive à base d'acide formique. La victime, une fois rongée par les brûlures, n'offre plus aucune résistance. Le scorpion, pratiquement paralysé, est devenu en quelques minutes une victime impuissante. Les fourmis sont incontestablement les reines du désert. Elles forment les populations les plus nombreuses et sont représentées partout. Dans les cailloux, dans le sable, dans les raies, dans les oasis. Elles symbolisent l'extraordinaire adaptabilité des petites créatures au milieu désertique. Les poissons des sables, les gerboises, les galéodes excellent dans l'art de se réfugier sous le sable. C'est dans la dimension qu'il faut chercher la raison pour laquelle tous ces petits animaux parviennent à survivre ici. Qui dit petite taille, dit tout d'abord plus de facilité pour s'abriter du soleil. D'autre part, plus on est petit, moins on a besoin d'eau. Les coléoptères, les scorpions, les fourmis sont recouverts d'une sorte de cire extrêmement résistante à la chaleur qui les empêche de transpirer. Les fourmis possèdent tous ces avantages, plus la force du nombre.
si bien qu'un scorpion, l'une des espèces les plus dangereuses de ce milieu, peut mourir sous les attaques d'une foule d'individus 1000 fois plus petits que lui. Subissant ainsi l'une des mystérieuses lois qui régissent la vie dans le désert.